Et juste pour Naya qui me disait « Ah bon, t'es noir ?» Tu sais quoi, je vais raconter l'anecdote de ma fille. Alors, j'ai des enfants métis et je vais raconter l'anecdote de ma fille. Alors, ma fille est métisse, elle est métisse très claire, elle est magnifique. Je suis clairement pas du tout objective, c'est la plus belle fille du monde. Et tu sais quoi, Comme mes fils. C'est grave. En fait, ma fille depuis petite, elle n'a jamais dit noir ou blanc. Elle a toujours dit marron ou beige. Et un jour, je lui dis, mais comment ça? Elle me dit non. Et je dis, ok, je suis d'accord. Chez maman, elle est quelle couleur, chérie? Et elle me dit, maman, toi, t'es marron. Et je dis, d'accord. Et je dis, papa, est quelle couleur? Elle me fait, il est beige. Et je dis, pourquoi il est beige? Elle me fait, bah, ça, c'est blanc. Et elle montre une feuille. Et elle fait, regarde, papa. Papa, c'est pas beige. Elle montre mes crayons de couleur. Et elle fait, regarde, il n'est pas blanc. Regarde. Et tu sais, elle le met sur sa peau. Elle fait, il est beige. Et donc, j'adore. Et j'ai toujours laissé ma fille dire, ouais, t'as raison, chérie. Par contre, ce qui est très drôle, c'est qu'elle est métisse. Elle est très claire. Elle est beaucoup plus beige que marron. Et ma fille me regarde et je lui dis, et toi, t'es quelle couleur? Et elle me regarde, elle me dit, moi, je suis marron. Là, je dis, est-ce que je peux rebondir sur une anecdote? Vas-y. Pareil. Mes enfants, je me suis refusé à leur montrer une différence de couleur entre les êtres humains. Parce que pourquoi? Je me suis toujours dit que la différence, ils vont la voir de eux-mêmes. Et mon fils regardait un joueur de foot à la télé et il me dit, ah papa, il te ressemble. Et je regarde, je vois un blanc, mais blanc, tu vois. Et je fais, ah ouais, d'accord, ah ouais, il me ressemble, Iliane, ouais. Et il y a sa tante qui lui dit, mais non, ça peut pas être papa. Et ma femme dit, pourquoi tu dis ça? Je dis, non, mais il compare un blanc avec un Renoir, c'est pas possible. Ah, si. En fait, dans les yeux de mon fils, il n'y a pas de couleur. Ah, et même dernièrement, truc de ouf, la copine Peut-être qu'il est daltonien, non? Ou alors il a trop souri avec ses doigts là, Laurent, et il a dû collecter des doigts. On ne dit pas aux enfants qui jouent avec une voiture bleue, une voiture rouge, on leur dit pas, bah tiens, tu vois, ça c'est la voiture rouge, et ça c'est la voiture noire, tu vois. C'est une voiture. C'est une voiture. Et moi, dans les yeux de mes enfants, on est des êtres humains. Oui. Il n'y a pas de truc. La différence, pour moi, ils la verront. En fait, je préfère cultiver ce qui nous rassemble plutôt ce qui nous sépare, tu vois. Par contre, si vous voulez, un jour, on fera ce sujet d'enfants métis, si vous voulez. Parce que je vous assure que réellement, moi, mes enfants, ils ont eu mon fils, surtout, a vécu de vraies discriminations par rapport au fait d'être métis. En plus, il a les yeux vert ambre. Je t'assure que c'est assez complexe et étrangement, il n'est pas assez noir pour rentrer dans un groupe de noirs, pas assez blanc pour rentrer dans un groupe de... Tu vois, pas assez noir pour être dans les marrons. Tu vois, c'est... C'est l'expérience et c'est ce que je raconte tout le temps, je le dis tout le temps. Pardon Naya, hein, mais on va en revenir après parce qu'il faut qu'on revienne quand même à la fréquence. Mais juste pour dire ça, c'est que c'est un vrai truc, une vraie discussion qu'il faut avoir pour les métis. Oui. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Ouais, on le fera. Vas-y. Non, moi je voulais juste intervenir sur ce sujet. Moi, par exemple, vous m'entendez plus? Si. Si, on t'entend. Ah d'accord. Moi, je voulais revenir sur ce que vous venez. Moi, j'aimerais revenir sur ce que vous venez d'évoquer. Moi, par exemple, mes parents m'ont jamais dit que j'étais noire. Voilà. Ils m'ont jamais dit que j'étais noire. Ils m'ont éduquée comme tu es d'origine africaine. Mais on m'a pas donné de couleur. J'ai compris que j'étais noire en arrivant à l'école. Et j'avais 5 ans. La première fois que j'ai posé la question à ma mère, je lui ai dit, mais pourquoi on est noir? Et ma mère, dans ses mots très bien, m'a dit, bah, tu sais, on est des personnes qui viennent d'un continent qui s'appelle l'Afrique, où les personnes ont notre couleur de peau. Ma mère me dit, est-ce que tu penses que tu es noir? Parce que ma mère me dit, moi, le noir, pour moi, elle me montre la couleur. Elle me dit, c'est ça. Est-ce que toi, tu es comme ça? J'ai fait, non, je ne suis pas comme ça. Elle m'a dit, tu vois, on est comme ça parce que le soleil fait... Mais on ne m'a jamais dit que j'étais noire. Je l'utilise aujourd'hui depuis quelques années parce qu'il y a des gens qui passent à la télé, qui se font passer pour des personnes qui représentent soi-disant une communauté avérée de Noirs en France, qui utilisent ces termes sur lesquels moi je ne me reconnais pas du tout. Et c'est des termes qui sont rentrés dans le langage courant. C'est-à-dire qu'on s'enferme nous-mêmes dans ce type de langage. Moi, pour moi, on s'enferme. Parce que dès l'instant...
En fait, Naya, ce qu'elle dit, là, c'est un vrai sujet parce que, et après, je vais vous laisser, comme ça, tu vas pouvoir faire monter la personne. C'est un vrai sujet parce que, vous savez, il y a beaucoup de groupes d'entrepreneurs, parfois, black business, non, quelque chose black, non. Et vous savez, fondamentalement, souvent, on me dit, on pourrait tellement faire pour la communauté. Mais en fait, c'est le moment où j'ai du mal parce que je dis, mais moi, je ne travaille pas avec une seule communauté, je travaille avec des gens qui ont envie de, qui pourraient être noir, blanc, gris, vert, jaune, daltonien, licorne, poney, enfin, tu sais, je m'en fous du moment que tu travailles et que tu as envie d'avancer et de faire quelque chose. Et en vrai, c'est très difficile pour moi à chaque fois d'adhérer dans des trucs comme ça parce que je trouve qu'à un moment donné, sous couvert de militantisme ou de faire avancer, ouais, on va faire avancer la communauté antillaise, on va faire avancer la communauté africaine. Et si on faisait avancer l'homme, enfin, l'homme avec un grand H. C'est pour ça que, ouais, exact, tu as raison. Je te rejoins. Tu as raison, mais le problème ici en France qui se pose, on ne parle pas de communauté africaine, c'est pas vrai. On va te parler d'une communauté musulmane, d'une communauté noire musulmane, mais on ne va pas te parler d'Africains. Moi, je ne l'ai jamais entendu ici en France. Peut-être antillaise, oui, mais moi, je ne l'ai jamais entendu. Moi, j'ai toujours entendu cette connotation par rapport à la couleur noire. C'est quoi le terme d'ailleurs? À la couleur noire, les afrodescendants. Afrodescendants. La minorité. Les minorités. Oui, bah comme c'est une minorité, ça te remet moi, personnellement, je ne suis pas une minorité. Je suis française, mais d'origine africaine. Mais je ne fais pas partie de la minorité. Pourquoi? Parce que je viens d'un continent où la majorité, elle est... Voilà. Ouais, tu vois, donc c'est un peu cette sémantique, moi, qui me gêne. Parce que c'est une sémantique qui est toujours mise en place par l'institution et qui est reprise justement par ses représentants, ses fidèles fervents. Je ne vais pas citer leur nom ici, mais il y a beaucoup de fidèles fervents qui passent sur les médias, qui prennent la parole au nom des Noirs musulmans de France, des ceux-ci de France, et c'est gênant. Parce que moi, je ne me reconnais pas du tout et je ne m'identifie pas du tout à ce groupe. Oui, c'est assez difficile parce que c'est des personnes qui finalement prennent la parole, ont un discours un peu trop radical ou trop sectorisant à un moment donné et après, ils sont institutionnalisés. C'est le quota de noirs. Tu as trop radical, mais tu n'as aussi pas assez, comment dire, je ne vais pas dire bête, mais voilà, on s'est compris. Il y a des personnes aussi qui prennent la parole, qui n'ont pas de mots pour prendre la parole et qui malheureusement, qu'on leur colle l'étiquette de représentant de telle ou telle personne, tu vois. C'est aussi les médias qui jouent, qui font, ça fait le jeu des médias, quoi. En fait, on t'institutionnalise. Moi, souvent, et c'est vrai que parce qu'en fait, vous commencez un peu à me connaître, moi, j'aime bien, je rigole souvent, et souvent, je dis, ok, donc moi, je suis là, c'est bon, on a le quota de black. Ensuite, il y a qui? Il y a le quota de blanc. Ah, et en ce moment, je regarde la troisième personne, je fais, ah, il nous manquait l'handicapé. C'est peut-être toi. Et en général, ça détend les gens, mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez drôle à un moment donné à vouloir mettre des étiquettes à chaque fois sur les choses. Mais tu vois, de toute façon, quand on passe d'un extrême à l'autre, c'est toujours des discours qui sont assez compliqués à gérer. En tout cas, on pourra faire un sujet sur ces choses-là, ça sera cool. Sur le métissage, c'est vraiment bien parce que vraiment, aux métis, en fait, on leur demande quasiment tout le temps de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. C'est-à-dire qu'ils doivent, suivant l'éducation, l'éducation qu'ils ont reçue, soit ils vont avoir une éducation de blanc, soit une éducation de noir, évidemment, entre guillemets. Et moi, j'ai toujours eu ce ressenti-là, étant métisse malgache. J'ai ma famille malgache, voilà, et j'ai ma mère, le côté de ma mère où on est blanc, et j'ai jamais voulu prendre un des deux. Je me suis toujours dit, oui, il y a des mauvais trucs là, mais il y a des mauvais trucs aussi là. Il y a des bons trucs là et des bons trucs là. Mais on ne peut pas demander, quand on parle de racisme, il faut penser aussi à tous les enfants métis qui sont nés et qui n'ont pas demandé à choisir entre. Non, ils veulent juste être éduqués et vivre leur vie comme tout le monde sans avoir à choisir un camp ou un autre. Tu sais, je vais te dire un truc. Alors, si je le dis, bon, c'est pas grave, c'est pas très grave. Ma belle-mère, que je connais pas beaucoup en plus et que mon mari connaissait pas beaucoup plus, qu'on avait retrouvé. Mon fils, quand il était petit, était blond avec les yeux bleus. Autant te dire que quand il me tient et qu'il marche à côté de moi et qu'il dit maman, et que les gens ils font.
Bah, tu vois, mon petit filleul, il est né blond avec les yeux aussi bleus, et tu le vois, jamais on se dirait qu'il est malgache, qu'il a du sang malgache, alors que si, il est malgache. Mais les gens ne se rendent pas forcément compte que même moi, en tant que femme marron caramel, tu sais que c'est assez complexe de réussir à voir son enfant avec des yeux aussi bleu perçants, aussi blancs, blonds, tu sais, comme ça, et de réussir à se l'approprier, en fait, parce que tu sais, la couleur de peau fait aussi joue. Et tu sais que la personne en question me regarde et me dit, mais il est quand même très blanc. Alors, on parle de quelqu'un qui est du Nord, hein, je suis désolée pour les clichés, mais qui a un bagage de pensée qui fait qu'elle sort très gentiment. Il est quand même très blanc, quand même. C'est sûr, enfin, c'est bizarre quand même qu'il soit aussi blanc. Et autant te dire que tu sais, c'est le mot de ça. Il faut lui dire, il est blanc l'hiver et il est black l'été. Mais c'est un super sujet, le racisme. Ouais. Enfin, le racisme, non, le métissage, pardon. Le métissage et le racisme aussi, parce que tu vois, est-ce que ce ne serait pas nous aussi en tant que comment dire, victimes du racisme, entre guillemets, est-ce que nous aussi on ne cultiverait pas ça? Parce que la dernière fois, il y a sur un live, j'avais expliqué ça, mais je ne sais pas si vous me l'avez bien compris, mais tu vois, quand nous, moi je me rappelle, dans mon quartier, dans ma cité, quand on racontait des histoires, on disait souvent, ouais, t'as vu, il y avait le rebeu, il y avait le noir et il y avait le français. Tu vois, peut-être que le fait de dire, ben, on se dit, tiens, lui c'est un rebeu, tiens, lui c'est un renoir, et en plus, lui c'est un français. Alors le rebeu et le renoir, c'est pas le droit d'être français aussi, tu vois ce que je veux dire? Regarde, il y a un son de Kerry James, bon, pour ne pas le citer, où il n'y a pas de couleur. Non, je ne sais plus s'il n'y a pas de couleur ou l'autre, je ne sais plus. À un moment, il dit les Arabes avec les Maghrébins contre les Africains. Mais les Maghrébins ne sont pas africains. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que des fois, nous-mêmes, on ne se fait pas nous-mêmes cette séparation-là? Effectivement. Oui, parce que Maya l'a dit, la sémantique. C'est la société. C'est la société qui fait cela. Et je pense que la société française cultive quelque chose qui est particulier par rapport à certaines autres sociétés. Quand tu voyages en Europe, moi je me rends compte que c'est très particulier ici. Parce que y a ce sentiment effectivement d'appartenance à la France, mais en même temps, il y a ce sentiment de tiraillement. Moi, je ne le dis pas parce que mes parents sont très fiers d'être français. Voilà, moi j'ai toujours été éduquée dans un milieu où mes parents aiment la France. J'ai un grand-père qui a fait la guerre ici, enfin bref, c'est la France, la France. J'ai des cousins qui sont métis, hein, pour vous dire. Hein. Moi j'ai des cousins, ils ont 50 ans, 60 ans, ils sont déjà métissés. Certains ont des enfants qui sont tout blancs, tu vois, parce qu'ils se sont mis avec des Françaises. Donc ça, c'est ce que j'ai vu depuis enfant. Je l'ai vu, ça. Je l'ai vu, mais c'est juste pour vous dire que la société française est très particulière et je trouve qu'elle nourrit le racisme chez les populations parfois qui ne sont pas assez bien représentées. C'est-à-dire il y a un repli qui fait que ces populations elles-mêmes rejettent les autres populations. Et c'est la société qui crée ça. Mais ici, c'est particulier. Mais ça rejoint le sens profond de l'émission. Ensemble, unis, enfin ensemble on va plus loin, unis on est plus fort. Non, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Effectivement. Merci, putain, le raccourci que j'ai fait de ouf. Oh là là. Effectivement. Point. Ensemble, merde. Qu'est-ce que t'as pas compris? Effectivement, et je pense que là où c'est dangereux pour des personnes comme moi, par exemple, c'est quand on le vit. Moi je l'ai vécu le racisme. Hein. Tu sais, tu as fait un burn-out. Naya, moi aussi. Je te raconte pas toute ma vie, mais quand on parle. Non, mais en fait, c'est pas un reproche. C'est pas un reproche parce que beaucoup vont te dire. Ça accroche ou pas sur toi? Effectivement, mais en fait, moi, ce que je veux dire par là, je l'ai vécu, mais on m'a toujours éduquée pour me sortir de ça, pour pas m'enfermer sur ce repli. J'ai vécu quelque chose à 7 ans qui était très dur. Alors que... Très dur, mais on m'a éduquée dans le sens où on m'a fait comprendre, mes parents m'ont fait comprendre. Tu vas monter, t'inquiète. Mes parents m'ont fait comprendre, ok, c'est arrivé, mais c'est pas l'institution, c'est les personnes qui représentent l'institution. C'est les personnes qui font ce choix-là. Alors, c'était important parce que quand tu es jeune, c'est important qu'on t'explique les choses de cette manière parce que ça évite de nourrir une certaine haine et une certaine frustration qui pourrait en fait tourner vers l'autre. Alors, tu sais quoi? Je dirais juste un dernier truc et comme ça je m'en vais. On va le noter tout ça. On va en parler la prochaine fois. Comme ça, je fais un teaser parce qu'il y a quelqu'un qui a mis « Je ne veux pas partir ». Ah, pardon.
Ne pars pas, reste là, Franck. Ouais, Franck, reste là, ouais, tranquille. Désolé, en fait, on a divergé. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je vais te dire honnêtement, ce que tu es en train de dire, dans l'éducation justement qu'on reçoit, et comme tu dis, est-ce que c'est nous qui cultivons ou pas, toi, tu as reçu une éducation où on t'a finalement pas forcément préparé à une espèce de forme de violence ou de racisme que tu pouvais affronter, là où à l'inverse, moi, on m'a préparé. Et dans les deux cas, ça a un avantage et un inconvénient. Toi, tu l'as pris plein fouet. Moi, je l'ai pris, mais j'ai su, à un moment donné, clac. Tu vois ce que je veux dire? Mais à l'inverse, ça te fait aussi mettre des barrières dans un certain fonctionnement et dans certains niveaux de conscience que tu peux initier. Donc, tu vois, il y a des deux côtés. Donc, on en parlera, on dérivera sur la vague. Yeah! Et moi, je m'en vais. Ça marche. Merci, Cindy. Merci, Cindy. À bientôt. Yes. Ah, c'est génial. Alors, Naya, si tu as un petit truc, tu as quelque chose à nous dire par rapport à la fréquence? Il y a des choses que tu as… Moi, la fréquence, pour faire très rapide, je vous rejoins dans le sens où effectivement, en Europe ou au niveau mondial, les fréquences ont été justement annexées sur le 440 Hz à la suite du Second Reich. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les peuples premiers qui continuent à pratiquer ces fréquences de 432 Hz et même pousser plus, parce que certains cultivent encore la culture. Ici, on va parler du La, mais dans certains peuples, on va parler du Fa. Voilà, c'est-à-dire que les pyramides sont annexées, en fait, sont directement alignées sur les fréquences du Fa. C'est-à-dire que quand, dans certaines musiques que tu ailles, par exemple en Iran, dans le soufisme ou quoi que ce soit, tu vas voir que c'est des musiques, en fait, qui vont accéder, qui vont un peu… pénétrer, vont pénétrer un peu ces fréquences pour créer une certaine forme de transe, en fait. Parce que le but, c'est qu'ils puissent atteindre les fréquences sur lesquelles la Terre vibre et les fréquences annexées à Dieu, annexées à celui qui est au-dessus de nous. Le Créateur. Et tu vas prendre les peuples africains, les peuples malgaches, les peuples de Premières Nations, c'est la même chose. Les Premières Nations, pour l'avoir vécu, eux, ils vont utiliser beaucoup le tambour, le drum, et ils vont faire en fait des sons avec leur voix qui vont te permettre en fait d'accéder, d'être ailleurs, arrivé à un moment. Parce que j'avais assisté au Sundance Festival, qui est un festival qui a été interdit par la couronne britannique pendant des années, de la colonisation du Canada jusqu'au dans les années 90. Et vers fin 90, ils ont recommencé à mettre en place ces cérémonies-là, les tribus Cris, Ojibwe, les grosses tribus qui sont dans le Manitoba, ont commencé en fait à reproduire ces cérémonies dans le bush, en forêt, vraiment loin dans la forêt. J'ai pu y assister il y a 3 ans à peu près. J'y suis allée et c'était impressionnant. C'était impressionnant. En fait, on devait tourner autour. En fait, c'était vraiment dans les bois. Il fallait être pieds nus, enfin, il fallait pas apporter de nourriture. On tournait. Et les hommes chantaient avec les drums. Et il y avait des chamans, il y avait tous ces gens-là en fait qui étaient là. Et le but de la cérémonie, c'était de soigner la communauté Première Nation qui souffre encore des problèmes liés en fait à la colonisation, liés à la violence au sein de leur clan, liés aussi aux disparitions des femmes, qui est très importante. Donc le but de ces cérémonies, en fait, elles ont été remises au goût du jour pour soigner les blessures au sein de la communauté. Et je te dis, c'est impressionnant parce que c'est vraiment de la transe. Et tu vois des hommes qui sont torse nu. Certains ont des piquets à l'intérieur de la peau et ils marchent en fait, comme s'ils étaient en train de parcourir un chemin. Et c'est hyper impressionnant. Et c'est vraiment des cérémonies à vivre parce que on est ailleurs. On est vraiment ailleurs. On est vraiment ailleurs. Ben voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est vraiment un peu ça, avec des voix très résonantes. Et ça m'a beaucoup rappelé ce qui se fait dans certains pays africains. Et je suis sûre que si on va à Madagascar, on va dans les 20 fonds des Antilles, on va dans les 20 fonds du Brésil, à Salvador de Bahia, on va retrouver ces situations de trance. Parce que c'est des peuples qui font encore leurs instruments, qui fabriquent eux-mêmes leurs instruments avec du bois, avec de la peau de bête. Donc, ils ont un peu gardé ce savoir-faire, un peu unique, où ils peuvent faire vibrer l'instrument aux fréquences de la Terre. Et ils sont capables de vous dire ce que veut dire l'instrument à l'instantané.
Ils sont capables de dire, voilà, l'instrument est en train de dire ça, ça et ça. Ce qui serait intéressant de voir, c'est sur quelle base ils règlent en fait leurs instruments, le La, comme on disait. Oui. C'est surtout ça qui est important, et de savoir sur quoi ils basent. Est-ce que c'est sur à telle période de l'année par rapport au vent, truc, et quels repères ils ont pour justement fabriquer ces instruments-là. Ouais, il faudrait que je pose la question, parce que comme je suis restée en contact avec eux, je vais leur poser la question. Le Sundance Festival a lieu au solstice d'été. Voilà, moi j'y suis allée, c'est au niveau du solstice d'été, et j'ai échangé, pour avoir échangé avec des personnes des Premières Nations sur place, me disaient que c'est un festival qui se fait partout en fait. Qu'ils peuvent retrouver ça en Afrique, qu'ils peuvent retrouver ça ailleurs, que c'est vraiment une connexion en fait avec la Terre, remercier la Terre des bienfaits qu'elle nous procure et vraiment l'honorer par rapport à cela en fait, honorer les ancêtres, l'ancestralité. C'est la présidente. C'est exactement ça. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Salut, merci à lui. Merci à vous pour ce live. Merci à toi, Naya. Merci. Et puis à très vite. À très vite. Yes.